Alors, ben, écoutez, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Justine, je suis la chargée de communication chez Toutis. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire donc sur le sujet entreprise, comment s'adapter au nouveau monde du travail. En toute logique, ce webinaire donc, sur l'adaptation au nouveau monde du travail est scindé en trois parties. Donc, il y a la première partie voilà, qui traite des entreprises. Ensuite, on aura une partie 2 qui traitera du point de vue des managers. Et enfin, une partie 3 sur le point de vue des salariés. Donc, aujourd'hui, on va échanger à propos principalement de la transformation numérique du travail à distance, également la fragmentation des carrières, les relations et la communication, et enfin la gestion des talents. Donc, je commence à partager l'écran. Puis Stéphane, tu me préviens quand tu veux que je tourne les diapos. D'accord, ok, voilà. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Stéphane Datner, créateur de Toutis. Toutis est une plateforme d'échange sur les pratiques professionnelles. À ce titre, en fait, on est amené à beaucoup s'interroger, beaucoup réfléchir sur le monde du travail. Expliquer rapidement d'où je viens. J'ai d'abord une carrière d'ingénieur commercial dans l'informatique, plutôt grand compte, logiciel ERP, ce genre de choses, à destination de grands comptes internationaux, de PME, etc. Et ensuite, par la suite, j'ai un organisme de formation qui est un organisme qui est un organisme de DPC. Donc, on assure des formations au secteur sanitaire et social et la préparation également des concours infirmiers. Et en parallèle de tout ça, nous avons créé la société Toutis et nous sommes en train de déployer la nouvelle version de Toutis, qui est une version pluriprofessionnelle, donc à destination de tous les secteurs de métiers, qui permet en son sein de créer des groupes afin d'échanger à l'intérieur de ces groupes. Mais le sujet du jour, c'est pas Toutis, donc on va démarrer la présentation et le sujet sur lequel nous avons souhaité réfléchir aujourd'hui, c'est comment s'adapter au nouveau monde du travail. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, etc., n'hésitez pas à les saisir dans la réunion et puis j'essaierai de rebondir dessus. Donc, la première partie, Justine, c'est le transparent suivant. Donc, comment s'adapter au nouveau monde du travail? Comme vous l'a dit Justine, on a essayé de, de grouper en fait problématiques sur 5 thèmes et essayer de décliner les enjeux sur ces 5 thèmes. Le premier thème, c'est la transformation numérique. Donc, on assiste maintenant à une accélération en fait des outils numériques dans le travail et dans les différentes professions. Donc, naturellement, ça suppose de s'équiper. Et quand on dit ici s'équiper, c'est pas seulement s'équiper en termes informatiques, en termes bureautiques, etc., mais c'est également s'équiper beaucoup plus loin. On peut voir dans le cadre des métiers des logiciels, des solutions en fait qui arrivent et qui vont directement influencer le métier et du coup nécessitent de la part de ces professionnels de s'équiper. Et dès lors qu'on utilise ces logiciels, il va falloir y consacrer des ressources humaines et matérielles pour réussir cette transformation. C'est-à-dire que des logiciels ne sont pas forcément toujours des solutions sur étagère qu'on peut utiliser en son sein, mais nécessitent parfois des ressources pour les alimenter, pour garantir leur pérennité, etc. Il faut s'ouvrir aux innovations. Il y a beaucoup d'innovations maintenant dans le monde de logiciel qui arrivent petit à petit. Donc là, j'ai cité le big data, l'intelligence artificielle. Pas plus tard que cet après-midi, par exemple, je suis tombé sur un site qui était consacré aux entreprises industrielles, artisanales sur le luxe. Et un des grands enjeux de ce type d'entreprise, c'est lorsque un compagnon quitte l'entreprise, c'est comment capitaliser en fait sur le savoir de cette personne qui part.
eh bien, une des solutions qui commence à être couramment utilisée, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour, au travers un questionnaire qu'on va soumettre à la personne qui part, récupérer le savoir qui sinon disparaîtrait avec lui. Donc du coup, c'est en fait l'intelligence artificielle qui vient directement dans cet exemple-là sur la transmission des savoirs d'expérience dans des métiers d'art, en l'occurrence. Donc, on voit à quel point, en fait, ce type d'innovation, peu à peu, va rentrer de plus en plus et de plus en plus rapidement dans les différents métiers. Un autre exemple qui me vient en tête, proche de mon expérience, c'est dans le cadre des fonctions commerciales. Il y a moins d'une semaine, en fait, je suis tombé sur une offre d'emploi qui recherchait un commercial pour l'entreprise et il était demandé au commercial de très bien connaître toute la suite Google, là, en l'occurrence, pour assurer son travail de prospection commerciale. Donc ça suppose que pour ce commercial, il connaisse non seulement l'utilisation de la plateforme LinkedIn que vous connaissez sans doute tous très bien, mais également les modules payants qui sont à côté de LinkedIn, de façon à aller plus loin dans son travail commercial. Donc ça, il y a 3-4 ans, ça n'existait pas. On va demander maintenant à un commercial de gérer lui-même, par exemple, ses métiers. C'est-à-dire qu'il va pouvoir accéder à des plateformes de génération d'emails et il va devoir assurer en fait la création à partir d'un fichier qu'on pourra lui proposer, la création des emails, la création, l'envoi, etc. Tous ces outils qui auparavant étaient plutôt pris en charge par le marketing, mais maintenant, comme on demande de plus en plus d'accélération, ça devient de plus en plus compliqué d'attendre en fait que des services X, Y ou Z répondent quand des solutions techniques permettent de trouver tout de suite la solution pour avancer. Et du coup, c'est une exigence qui arrive au niveau des professionnels. Donc, ça signifie de mettre en place une veille pour suivre l'évolution technologique et informatique va avoir comme incidence sur le métier lui-même. L'autre enjeu du numérique, c'est bien sûr inciter tous les salariés de l'entreprise à utiliser les outils numériques. Et quand on dit c'est que on pense évidemment à ceux qui n'utilisent pas l'informatique nécessairement dans leur pratique quotidienne, dans leur pratique du métier, et il est très probable qu'on va leur demander de plus en plus dans ces outils numériques. Et donc, il est nécessaire de réfléchir à une certaine acculturation de toutes ces personnes à l'outil numérique. Par exemple, le déploiement des plateformes de e-learning. On parle beaucoup de plateformes LMS pour la formation. Je dirais que maintenant, la formation au travers de plateformes LMS devient un standard. Et du coup, ça nécessite pour tous les employés de l'entreprise, quel que soit leur niveau, d'être capable d'utiliser ces plateformes et ces formations numériques. Et du coup, les inciter à prendre en charge dans leur quotidien les outils numériques. Je pense que c'est un enjeu assez important, et donc les accompagner et les former aux usages du numérique. Donc ça, c'était ce point pour la transformation numérique. Ensuite, la transformation numérique permet effectivement le travail à distance devient alors ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais de plus en plus de monde va avoir une partie plus ou moins importante de son travail à distance. Et ça suppose de le faire rentrer non plus comme une exception, telle que ça pouvait l'être il y a 2-3 années, vraiment dans le quotidien vécu du travail. Et cela suppose donc d'aider les salariés à s'organiser, à s'équiper, bien sûr, mais là aussi, du coup, leur permettre d'avoir accès à tout l'environnement
informatique habituelle qu'ils ont dans leur bureau, au travail, et à peut-être appréhender mieux en fait la façon d'utiliser ce type d'outils. Il y a plein d'outils différents. En plus, comme on travaille de plus en plus avec différentes entreprises, on se rend compte que le professionnel doit être agile, parce que si je prends l'exemple de la vidéoconférence, d'habitude, moi, j'utilise plutôt Zoom. Ici, on utilise Teams. Je vais parler avec quelqu'un d'autre, il utilisera encore un troisième outil. Et il s'agit donc d'acquérir une très forte agilité là-dessus, et donc d'aider les gens dans ce cadre-là, d'aider aussi les professionnels à travailler dans un environnement où ils n'ont pas nécessairement à portée de main leurs collègues, leur hiérarchie, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça va engendrer en termes de prise de contact, de maintenir la relation de confiance? Tout ça, c'est des choses qu'il convient de prendre en compte. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y avait une réflexion de quelqu'un qui travaillait dans une banque, en fait, et qui avait mis en place durant le Covid des sessions de travail sur des outils que plus personne ne pouvait se voir. Et ils se sont rendus compte, à un moment donné, ils ont eu des problèmes de bande passante. Donc, du coup, ils se sont fait la bande passante. Il valait mieux que les gens ne parlent plus, n'affichent plus leur visage. La conséquence, qui a été tout à fait inattendue, c'est que en fait, la prise de parole, rien que par le fait qu'on ne voyait plus le visage, a été très différente. Et des gens qui ne parlaient pas ou qui parlaient moins se sont mis à s'exprimer, à exprimer leurs idées, et ça a permis en l'occurrence de fluidifier beaucoup plus la prise de parole. Donc tout ça, ce sont comment dire, un nouvel environnement qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas évident, pour tout le monde. Et du coup, il faut réfléchir à la façon dont ça se passe, favoriser en complément les rencontres et les échanges. Ça, c'est tout à fait fondamental. Dans les rencontres vidéo, par exemple, ce webinaire, en fait, on s'est calé à peu près 3/4 d'heure, si je me trompe, Justine, et du coup, dans ces 3/4 d'heure, on a qui est très cadré, très limité, et il n'est pas question pour moi, dans le cadre de ce webinaire, de déborder de cet agenda. Mais du coup, ça veut dire que les échanges qu'on peut avoir sont vraiment très contraints par l'agenda qu'on a décidé. Et tout le flux informel qui existait en fait dans les relations de travail habituelles disparaît, parce que, en bon élève, comme dans toute bonne réunion, on définit clairement un agenda, un temps qui est imparti, et puis comme on est sur un outil numérique, on respecte à la minute près l'agenda qu'on a défini. Donc c'est ce qui s'est passé là. On a dit qu'on démarrait à 17h, à 17h02, hop, on est parti, et on terminera à 17h45. S'il y a des discussions informelles qu'ils feront, là, comme on est dans le cadre d'un webinaire, on pourra proposer, continuer la discussion si nécessaire, mais dans le cadre de réunions de travail du bureau, etc., en fait, les gens ont d'autres agendas, ils ont prévu ça, et ils partent. Et du coup, finalement, les échanges sont très cadrés, très normés. L'autre point, bien sûr, c'est de ne pas être dans le contrôle du travail. On sait bien maintenant que finalement, on a plutôt tendance à travailler tout autant, voire plus que ce qu'on faisait avant, puisque comment dire, la différence entre le temps qu'on passe connecté et puis le temps personnel s'estompe. Mais du coup, il faut être vigilant à ça. C'est le fait qu'on est quand même dans un environnement professionnel, qu'il y a un environnement privé à respecter, et du coup mettre en place les mesures qu'il faut. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, finalement, moi par exemple, j'ai demandé à toute mon équipe de ne pas répondre à mes mails à partir de 18h ou 19h, même si moi j'envoie un mail. Et en fait, la personne me disait, mais finalement, ça ne marche pas, parce que le mail que j'envoyais à 9h du soir, les gens y répondaient quand même. Et donc, du coup, même si elle avait bien dit, non, non, mais il n'y a pas de réponse, vous pouvez attendre le lendemain matin, en fait, dans la réalité, les gens étaient quand même entraînés dans cette dynamique-là. Du coup, il peut y avoir des solutions simples, par exemple, bloquer tous les emails qu'on envoie jusqu'au lendemain 8h. Comme ça, même si vous travaillez, vous, à 23h, de toute façon, le mail, il ne partira que le lendemain à 8h du matin, par exemple. Enfin, tout ça, c'est des questions à se poser pour prendre en compte mieux le travail à distance. Soutenir cette équipe, c'est important, c'est-à-dire que la cohésion en fait, des équipes, elle est distendue en fait, par le travail à distance, et du coup se pose vraiment la question de comment soutenir ces équipes. Et on sait bien que
jamais rien ne remplacera les contacts visuels. Donc, si on est dans des équipes très éclatées, bah, du coup, il faut peut-être réfléchir à créer des événements, à créer des moments où les gens se retrouvent, etc. Donc, voilà pour le travail à distance. L'autre point sur l'évolution du mode de travail, c'est la fragmentation des carrières. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde où de plus en plus, les gens vont être amenés à changer de travail, changer de métier, changer de fonction. On disait qu'on allait changer 5 à 10 fois de carrière, de métier, de fonction durant sa carrière. Maintenant, pour les jeunes actifs qui arrivent dans le monde du travail, on est plutôt en train de parler de 10 à 15 changements de carrière, de métier tout au long de sa carrière. Ça a beaucoup d'incidence parce que cela signifie à chaque changement de carrière d'être très rapidement opérationnel. Le niveau d'exigence reste le même. Donc on va demander à des gens, même s'ils ont changé pour un métier complètement différent, d'être très rapide. Et du coup se pose de façon beaucoup plus forte le problème de comment on accueille en forme les nouveaux arrivants, parce qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de turnover, et du coup, et il faut de plus en plus transférer les connaissances du travail. Donc comment on réfléchit à ça, comment on fait ça. Il faut aussi se rendre compte que eh bien, chaque fois qu'on commence un nouveau travail, eh bien, finalement, on est dans une période où on est un peu plus déstabilisé, un peu plus faible, et on va avoir besoin bah, d'être épaulé, d'échanger avec ses pairs, d'être soutenu peut-être pendant des périodes de stress, s'il y a des enjeux qui sont importants. Donc il faut de plus en plus et toujours réfléchir à ce onboarding, pour prendre anglo-saxon, sur l'accueil et la formation des nouveaux arrivants. Je pense que c'est tout à fait fondamental, et ça concerne finalement également le départ. Les départs, comme quelqu'un qui quitte sa fonction ou qui quitte son entreprise, bah, c'est énormément de capital, de savoir-faire, de connaissances qui partent avec cette personne-là. Parfois, ça peut être un enjeu tel que, par exemple, il y a des sociétés qui proposent, chaque fois que quelqu'un quitte un poste, de créer une sorte de valise de transmission des savoirs, des procédures, etc., des gestes techniques, si c'est un travail technique. Et du coup, la personne qui part, avant qu'elle parte, on va lui demander de vraiment réfléchir à ce qu'elle souhaite transmettre à la personne qui lui succédera. Mais c'est un vrai sujet, et un sujet qu'une entreprise a intérêt à prendre en charge pour essayer de limiter en fait l'impact de ces rotations qui vont être de plus en plus rapides dans le monde dans lequel on vit. L'autre aspect, c'est être attentif de plus en plus à la qualité des environnements de travail. On le sent bien maintenant que finalement l'autonomie, la responsabilisation de plus en plus forte des gens, leur isolement finalement dans leur pratique professionnelle, fait qu'il commence à émerger plus des questionnements sur la qualité de l'environnement de travail, sur la nécessité de réserver des espaces à la discussion de façon à donner du sens à ce que l'on fait. Il ne s'agit plus d'exécuter mécaniquement, d'être affecté à la réflexion en fait sur le travail, sur le sens de ce que l'on fait. Et donc ça, c'est un enjeu qui est important, qui est d'autant plus important que finalement, avec le télétravail, avec la dispersion des sites, les gens sont de moins en moins en contact avec les autres. On peut passer à côté de personnes qui sont moins à l'aise pour une raison donnée, et finalement, in fine, de toute façon, si quelqu'un n'est pas bien dans son travail, ça va avoir des incidences sur la performance générale de l'entreprise, en fait. Et bien sûr, encore plus, réfléchir à des changements de poste, associer les gens aux évolutions de carrière. Finalement, on assiste à un monde de plus en plus, et évidemment ça dépend des métiers, où l'entreprise devient presque un partenaire en fait. Et du coup, il faut peut-être réfléchir à une position de partenariat entre le professionnel et son entreprise, dit une collaboration, une transparence, etc. L'autre point, c'est que le monde du freelance, le monde des indépendants prend de plus en plus
d'importance, en fait, parmi les jeunes actifs. Il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens qui ont dit: «Non, mais finalement, moi, je ne veux plus de CDI, je veux travailler en freelance, je veux, travailler, 4 jours par semaine et pas 5. Je veux pouvoir gérer mon temps, libre comme je le souhaite». Et cette exigence personnelle dans sa vie personnelle se traduit par, finalement, je veux plus forcément être dans le monde du travail, CDI traditionnel, mais je veux être un freelance indépendant, et cetera. Et du coup, il va prendre à travailler de plus en plus avec ces plateformes, avec ces intérimaires. Donc voilà pour, la fragmentation des carrières. Le suivant, c'est les relations et la communication. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais communiquer avec transparence auprès de ses salariés, c'est clé. Les informer, les écouter, leur demander leurs avis. En fait, pour travailler de façon efficace, il faut donner du sens au travail que l'on fait, mais pour donner du sens, le plus efficace sans doute est d'inciter les gens à travailler et à réfléchir à leurs pratiques, mais le faisant, eh bien, on est challenger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à la fois à des professionnels: réfléchissez à l'organisation du travail, réfléchissez au sens de ce que vous faites, et en même temps complètement ignorer les résultats de cette réflexion. Et du coup, ça amène à un enjeu qui est comment on va associer la réflexion de ces personnels au devenir de la stratégie de l'entreprise. Comment on prend ça en compte, et forcément, comme dans toute réflexion, il y a des points de désaccord, il y a des visions qui sont différentes, des points de vue qui sont différents et qui amènent à des désaccords qu'il faut assumer en toute transparence. C'est-à-dire, le problème, c'est que si vous engagez des professionnels à réfléchir et que derrière de cette réflexion, vous ne débouchez sur rien, vous ne prenez rien en compte, eh bien, finalement, les gens vont dire, en fait, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je peux proposer telle ou telle chose, rien ne se fera. Et du coup, il n'y a pas de meilleur mot que de dépiter quelqu'un. Et quelqu'un qui est dépité ne va pas rester très très longtemps. De la même façon, toujours dans cette idée de créer un partenariat, dès l'embauche, il faut poser un cadre très très précis sur ce qui est attendu, ce qu'on va proposer, ce que ça va devenir, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'illusion qui se crée, toujours dans la transparence. Alors bien sûr, proposer un management bienveillant et participatif, ça devient de plus en plus maintenant clair qu'il est important en fait de proposer cette participation et cette bienveillance dans le cadre du management, ce qui n'est pas forcément une solution, une posture simple, parce que du coup, on est, on est challengé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choix qui ont été faits, qui ne sont pas forcément les bons, ou qui posent question, et du coup, il faut accepter cette remise en cause et savoir y répondre. Donc c'est cette remise en cause de ce qui a été fait n'est pas nécessaire. Il faut se garder de la traduire en une remise en cause personnelle. C'est pas parce qu'on dit tiens, il y a tel et tel point qui est perfectible que pour autant, on dit à quelqu'un, ce que tu as fait, c'est pas bon, etc. Donc, il faut bien être conscient de ça pour proposer un management qui soit plus efficace et qui prenne en compte, en fait, cette dimension du partenariat dans l'entreprise. Donc, voilà pour les relations et les communications. Question des talents, donc soigner toutes les étapes du recrutement, donc ça on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais réfléchir à l'attractivité de l'emploi des salariés. C'est-à-dire comment on va, donc ça dans certains secteurs on parle beaucoup. Je disais, je crois hier ou avant-hier, un document écrit par un syndicat infirmier international qui expliquait qu'il y allait y avoir dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde, une pénurie très très forte d'infirmiers, et du coup qu'il y avait une tendance sur le métier infirmier. Euh, et le problème est de savoir comment on répond en fait à cette tension de plus en plus forte. Donc bien sûr, il y a les questions salariales, il y a les questions du temps de travail, etc. Mais au-delà de ça,
il y a aussi le fait qu'il faut les engager. La question, c'est comment on engage des gens qui sont dans une condition difficile dans l'entreprise, dans l'organisation. Comment on aboutit à cet engagement? Alors, nous sommes assez convaincus que l'engagement, il passe par la réflexion sur le sens du travail. C'est quand vous réfléchissez au sens de ce que vous faites, que vous commencez à être engagé dans ce que vous faites, dans votre métier, dans votre sens du travail. Et de l'engagement dans le sens du travail à la fidélisation dans l'entreprise et dans l'organisation, il n'y a pas un seul pas, bien sûr, mais en fait, c'est déjà quelque chose. Et, et la question, c'est comment les engager. Donc, les engager à réfléchir sur leur pratique, c'est un moyen simple, parce que finalement, on est dans un métier pas seulement par hasard, et au fond, on va passer peut-être 6-8 heures par jour dans son métier. Et si on est passionné, ce temps va passer. Mais du coup, pour être passionné, il faut être impliqué, il faut y réfléchir, etc. Et cet engagement dans l'entreprise peut être facilité sur l'engagement dans la pratique. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on croit beaucoup. Et du coup, l'autre point, c'est proposer aux entreprises de devenir une entreprise apprenante, donc assurer constamment le développement continu des compétences. C'est-à-dire que l'autre point, c'est d'être en capacité de proposer aux employés, aux salariés de l'entreprise, d'assurer le développement de leur expertise, de leurs compétences, continuer à les former, continuer à les engager, à réfléchir au sens de ce qu'ils font. Donc ça, c'est tout à fait important au niveau d'une organisation, et ça l'est d'autant plus si ce sont des entreprises soit dans le domaine de l'humain, parce qu'en fait, le domaine de l'humain, donc je pense à la santé, le travail social, l'enseignement, finalement, la situation que l'on rencontre est une situation inédite, nouvelle, et finalement, c'est en thésaurisant sur l'expérience que l'on a, sur l'expérience de ses pairs, qu'on va être mieux à même de prendre en charge ces situations. Et du coup, pour une organisation apprenante, c'est comment on va avoir de savoir-faire entre pairs. Qu'est-ce que l'entreprise va proposer pour ça, au-delà de la formation? Qu'est-ce qu'elle met en place pour cette obligation apprenante? Par exemple, ça peut être le tutorat, je pense aux formations en situation de travail, c'est-à-dire que favoriser le tutorat, le coaching dans l'entreprise, etc., va permettre justement le développement des compétences de tous. L'autre point parallèle, c'est soutenir l'agilité des salariés. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, comme on l'a vu au niveau de la fragmentation des carrières, les gens vont changer de métier, mais s'ils sont dans de grandes organisations, ils peuvent être amenés à changer de métier dans l'entreprise elle-même. Mais du coup, il faut faciliter ces transferts, agilité. Donc ça passe par le développement des compétences, qu'on appelle par c'est un terme assez à la mode, mais c'est important de réfléchir à cet aspect-là également, à pas enfermer en fait chacun dans un ghetto professionnel, je dirais, mais lui donner les moyens d'élargir son champ des savoirs, l'engager dans des associations professionnelles, l'engager dans des réflexions, dans des projets, etc. Plus on engage les gens dans la transformation de l'organisation, plus finalement on assure leur agilité, leur engagement, etc. On croit beaucoup, alors nous c'est un peu le biais de tout mais on croit beaucoup à la nécessité de favoriser la réflexion des salariés sur leurs pratiques. Et en fait, donner dans le cadre de l'entreprise des espaces, du temps pour le professionnel à réfléchir sur sa pratique, à discuter avec ses pairs, etc. Cette discussion, elle a lieu elle a lieu de façon informelle dans les couloirs, autour de la machine à café, etc. Ça devient plus difficile, tout est éclaté, où les gens vont par exemple se retrouver dispersés sur un territoire parce qu'ils travaillent dans différents établissements d'une même organisation, mais c'est d'autant plus nécessaire.
C'est-à-dire qu'au fond, plus, plus plus on a de responsabilité et d'autonomie dans son travail, eh bien, le revers de cette responsabilité et de cette autonomie plus forte, c'est l'isolement plus fort. Et dès qu'on est isolé, on est plus facilement soumis au stress, plus facilement soumis au questionnement, et on a besoin d'être épaulé. Et donc, il est important de réfléchir à comment faciliter ça. C'est pas pour rien que l'ANAC, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, a réfléchi de plus en plus sur ces notions d'espace de discussion, sur la nécessité pour les entreprises d'organiser ces espaces de discussion de façon à permettre à une parole de circuler beaucoup plus facilement entre pairs, et une parole qui va bien plus loin que simplement un café du commerce ou un endroit où on va se récliner ou se plaindre, mais vraiment construire en fait dans le cadre de ces espaces de discussion l'organisation du travail, être co-constructeur de cette organisation-là. Et je crois même qu'il y a un document qui a été écrit également par la HAS sur le sujet directement dans le cadre des services hospitaliers. Donc c'est pour dire que cette notion d'espace de discussion, elle commence à prendre de plus en plus d'importance, et qu'on vient au niveau des organisations de réfléchir à comment prendre ça en charge. Et si elle prend de l'importance, c'est qu'on se rend compte maintenant que finalement, il y a un certain délitement du sens du travail, de ce que les gens donnent comme sens. Et du coup, il faut se donner les moyens de lutter contre ça. Je pense que j'en ai fini, et j'ai encore un dernier transparent qui était donc je ne vais pas vous représenter Toutis rapidement, mais enfin, je vais vous présenter Toutis très très rapidement. Toutis, c'est une plateforme qui s'inspire beaucoup de l'analyse de pratique et qui permet à pairs d'échanger sur leurs pratiques. C'est ce qui nous permet d'échanger, ce qui permet à ces pairs d'échanger sur la pratique, c'est que on va contraindre cet échange, contrairement à ce qui peut se passer sur un forum. Et contraignant cet échange, on va permettre aux gens d'aller vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse des situations qu'ils ont vécues, dans l'analyse de leurs pratiques, et par opposition ou un forum qui est très efficace pour échanger de l'information, mais qui va être assez limité dans le support à la réflexion. Là, la vision, c'est vraiment de supporter la réflexion sur la pratique. Et l'intérêt d'inciter les salariés à réfléchir, c'est finalement les engager. C'est là le gros gain de l'entreprise, c'est qu'on va gagner un engagement. Donc, c'est pas facile. J'étais encore hier près je crois que c'était une clinique, où là, finalement, les gens se disaient, alors c'était à propos des infirmiers, mais finalement, ils vont pas avoir le temps, je les vois mal se rentrer dans ce type d'outils parce qu'ils n'ont pas le temps, ils vont pas être intéressés. Je crois pas. En fait, je crois que justement, au contraire, la question, c'est comment on les engage, qu'est-ce qu'on fait pour les engager. Et quelque part, l'engagement, il ne faut pas partir du principe qu'il est transparent. C'est-à-dire que si s'engager n'a pas de coût personnel, en fait, on ne s'est pas engagé, tout simplement. On s'engage dès lors qu'on y consacre du temps. Donc la question, c'est pas de se dire est-ce que les gens ne vont pas consacrer de temps parce qu'ils ne vont pas consacrer. Comment on les incite à consacrer du temps. Donc on espère qu'avec Toutis, en tout cas c'est ce qu'on a comme vision, on va permettre de le faire. L'autre intérêt de déployer une approche réflexive pour l'entreprise, si je parcours rapidement les enjeux qu'on a dans la présentation, c'est assurer le développement continu des compétences. C'est-à-dire que la formation, si je veux caricaturer, c'est un peu toujours hors sol, on présente un cas théorique, on forme par rapport à ce cas théorique, et puis c'est très ramassé dans le temps. C'est-à-dire qu'une formation, c'est 10 jours, 15 jours sur une période, et puis une fois que la formation est terminée, la personne repart dans son quotidien professionnel, et peu à peu, ce qu'elle a appris s'étiole. S'étiole parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de remettre en pratique ce qu'elle a appris, ou pas directement. Et du coup, pour assurer finalement la pérennité d'une formation, engager un échange réflexif en lien avec la thématique de la formation permet justement d'ancrer la formation dans le vécu professionnel de chacun. Donc ça, c'est un des autres intérêts.
Le dernier enjeu, et je m'arrêterai là pour tout dire, c'est de proposer des espaces de discussion sur la pratique. Donc, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, on ressent la nécessité d'avoir des espaces de discussion. Et du coup, Toutis les centrant sur la pratique de façon relativement simple, c'est-à-dire que d'écrire une situation, par exemple, ce qu'on va faire dans Toutis, où on va engager les gens à décrire de façon assez précise une situation professionnelle vécue, et bien finalement, la réflexion, c'est par rapport à ce qu'on a vécu. On ne se pose pas de questions philosophiques quand on décrit, d'être sincère, complet, cohérent par rapport à ce qui s'est vécu. Parce que c'est cette attitude qui va permettre de... Et là, on n'est pas plus dans des discussions, on est vraiment dans... Donc c'est assez simple de se donner les moyens de décrire une situation. Et du coup, c'est assez simple de mettre en place des espaces de discussion. Donc là, en l'occurrence, sur la pratique, et plus loin sur le sens du travail, et répondre à ce titre-là aux enjeux des entreprises liés à leur responsabilité sociétale. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez voir à quoi ressemble Toutis, n'hésitez pas à vous connecter. Vous pouvez y accéder gratuitement sur un groupe gratuit qui existe, qui va vous permettre de voir à quoi ça ressemble, et on peut aller plus loin pour créer des groupes sur des thématiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler. Donc j'en ai fini par rapport à ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, des réflexions que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à le faire. Moi, je vais les partager avec tout le monde. Et sinon, je pense que j'en ai terminé sur ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'ai juste une question là concernant des exemples de questionnaires qui pourraient être utilisés pour un soignant qui quitte un service. Ce que j'ai vu par rapport à ça, c'était une solution qui était alors qui était assez sophistiqué et qui était plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est la personne qui partait qui allait définir ce qui lui paraissait important de transmettre et pas tellement je dirais le management qui allait vers lui en disant ah au fait avant que tu ne partes il faudrait que tu nous listes que tu nous répondes à telle question, telle question, telle question. Parce qu'au fond, dans ce cadre-là, c'est le professionnel qui, in situ, sait ce qui est important. La difficulté là, c'est au fond la différence entre le travail prescrit et le travail implicite. Les savoirs prescrits, les savoirs implicites. Si on a un soignant, par exemple, qui quitte un service, il y a des protocoles, il y a il y a toutes sortes de documents officiels, si je puis dire, qui existent. Les documents, comme ils sont officiels, ils sont toujours là. Une fois que la personne partira, elle n'a pas besoin de transmettre des documents officiels. Le problème, c'est comment elle transmet des savoirs et des connaissances implicites. Donc justement, ce qui n'est pas écrit, mais qui est nécessaire. Et finalement, il y a qu'elle qui le connaît, puisque c'est écrit nulle part et c'est implicite. Donc c'est un peu compliqué, dans ce cadre-là, de recevoir un questionnaire sur des savoirs qu'on ne connaît par définition pas, puisqu'ils sont implicites. Et du coup, l'idée, c'est plutôt d'engager le soignant à dire « Ah, en fait, tu vas partir, essaye de décrire un document où tu vas préciser ce qui te paraît important. » Et ça, c'est l'autre point, l'un des points. L'autre point, c'est un peu une réponse qu'on avait avec Toutis, mais finalement, dans Toutis, vous allez pouvoir poser des questions à la communauté, justement sur des savoirs implicites. Il y a tel truc, vous posez une question et vous dites, voilà la question que j'ai. Et si vous posez la question, c'est que justement, vous n'avez pas trouvé la réponse. Et du coup, si vous avez une communauté qui est capable de prendre en charge cette réponse, elle va pouvoir répondre. Il y a même des sociétés qui proposent un espèce de banque de questions. Ils ont un moteur d'intelligence artificielle qui va permettre, par rapport à la question, de retrouver si la question a été déjà posée. Si elle n'a pas été posée, de retrouver quelle serait la personne capable d'y répondre.
Donc c'est une solution assez sophistiquée qui est utilisée dans l'industrie. Mais ce que me disait la personne, c'est que l'enjeu, c'était d'engager les gens déjà rien à poser la question. Avec Toutis, on y répond dans la mesure où la question est anonymisée. Mais rien que cette culture de se dire, OK, là, j'ai un problème, je pose la question, je mets à nu par rapport à un manque de connaissances. Rien que ça pouvait être un enjeu là-dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question posée, mais finalement, je pense que l'initiative doit venir du salarié, du soignant qui part, en l'occurrence, et peut-être d'une banque de questions à laquelle on va engager pas nécessairement le soignant qui part, mais en tout cas, une autre question, comment convaincre les managers à l'ancienne de la nécessité de se mettre dans cette dynamique co-constructive. Oui, alors ça, c'est sûrement un enjeu important, compliqué. Je ne sais pas si j'ai des réponses simples. On est en train de se dire, pour être tout à fait transparent, on n'a pas forcément l'expérience, mais on est en train de se dire qu'au fond, la pratique du management pourrait être l'analyse de la pratique du management pourrait être une réponse. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, le problème de la formation et de la formation en management, vous allez partir former un manager pendant une semaine sur des différentes techniques de management, et puis après, il repart. Et en général, ce sont des savoirs liés à des compétences, des soft skills, comme je vous disais tout à l'heure, des comportements, des façons de répondre, etc. Donc, c'est pas forcément simple de se les approprier. Et une fois, alors, on peut imaginer des jeux de rôle, des choses comme ça, on va répéter, mais une fois qu'on part et qu'on revient dans son environnement professionnel, on est repris dans la dynamique dans la dynamique quotidienne. Et au fond, les rôles qu'on a appris, il y en a très très peu qui vont rester ancrés. Du coup, comment convaincre les managers de changer en fait leur approche? C'est peut-être de les engager à réfléchir sur leur pratique, de se dire ok, j'ai été confronté à telle situation, finalement là, ça s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Je suis face à un problème, je ne sais pas comment le résoudre, et puis en discuter avec ses pairs. C'est toute l'idée de l'analyse de pratique qu'on pourrait, de manière classique, on pourrait créer un groupe d'analyse de pratique sur les différents managers et les engager à réfléchir sur leur pratique en se réunissant une fois par mois. L'idée de l'analyse de pratique, c'est que réunir une fois par mois des managers pendant 2 heures de leur temps, c'est très compliqué. Ils ont des agendas saturés comme tout le monde, donc l'organisation est compliquée. Donc ça, c'est là aussi l'idée de Toutis, c'est de dire, OK, vous avez, on va créer un groupe d'échange entre pairs sur, par exemple, la gestion de conflits. Et en dialogue, eh bien, les gens vont pouvoir s'apercevoir qu'il y a différentes approches. Et finalement, comme ce sont des pairs qui expliquent les différentes approches, eh bien, on va pouvoir peut-être plus facilement se remettre en cause et plus facilement évoluer. Et du coup, être peut-être plus ouvert à ce qu'une formation pourrait proposer. Donc voilà, c'est un peu la démarche que j'engagerais s'il y a ce type de projet, c'est déjà d'engager les managers à réfléchir à leur posture, à faire un pas de côté et dire voilà ce que je fais, voilà comment je procède. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que ça crée comme problème, et les engager à décrire de façon précise ces problèmes. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'ai vu que c'est deux là au passage. Ok, je pense je pense qu'on en a terminé. Pour la suite, on va en fait ce séminaire, si ça vous a intéressé, donc là on a essayé d'aborder le monde du travail sous l'angle de l'entreprise, que ça a changé pour elle. Le prochain sera sur quoi? Le management, en fait, justement. Et après, les salariés, voilà. Donc, il y aura un autre. Donc, ça, je pense que ce sera plutôt en septembre. Si ça vous intéresse, on communiquera de la même façon et ce sera à peu près sur le même format. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous pour
pour toute question.